En République démocratique du Congo, le désarmement des rebelles du M23 a commencé aujourd'hui, un jour après leur édition. Les soldats gouvernementaux ont pris le contrôle de l'artillerie et des stocks de munitions des combattants rebelles à Rutshuru. Un porte-parole de l'armée congolaise a déclaré que le travail du gouvernement ne fait que commencer. La prochaine étape, selon lui, est l'offensive contre d'autres groupes armés qui opèrent sur le territoire congolais, comme les Hutus rwandais du FDLR. Conseiller spécial des États-Unis pour la République démocratique du Congo, Russ Feingold, a salué la fin de la rébellion du M23, défait militairement cette semaine par l'armée congolaise soutenue par la MONUSCO, la mission onusienne en RDC, qui dispose d'une force spéciale d'intervention. Mais l'émissaire américain a rappelé, comme la plupart des médiateurs de la crise congolaise, qu'il restait à désarmer d'autres groupes actifs dans l'est du pays et qu'il fallait poursuivre le dialogue politique. Dans le même temps, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion sur les nouveaux développements dans la région. Les accords cadres d'Addis Abeba devraient ainsi reprendre le devant de la scène, alors que les discussions de Kampala n'ont plus aucune raison d'être, estime Thierry Vircoulon, directeur pour l'Afrique centrale à International Crisis Group. Il y a une défaite totale du M23, donc une partie du leadership a traversé la frontière. Donc on voit difficilement ce qu'il y aurait à signer avec le M23, puisque c'est un mouvement qui a été militairement défait et qui, avant d'être un échec militaire, a été un échec politique. Donc je ne pense pas qu'on soit sur le point de signer quelque chose à Kampala qui serait purement symbolique. Par ailleurs, j'ai entendu dire qu'on avait trouvé sans doute des fosses communes dans des zones qui étaient sous contrôle du M23, ce qui tendrait à faire penser qu'il risque d'y avoir des suites judiciaires pour le leadership du M23. La majeure partie de la communauté internationale a tout de même appelé les deux parties à poursuivre un compromis politique. Donc cela ne veut pas dire pour autant que tout doit être abandonné au niveau politique. Actuellement, le M23 n'a plus de poids militaire et il n'a jamais eu de poids politique au Nord Kivu. Par conséquent, la seule chose qu'ils peuvent essayer de négocier, c'est d'éviter les poursuites pour les crimes qu'ils ont commis. Mais je crois qu'en fait, il y a une confusion. Lorsqu'on parle de règlement politique, on ne parle pas des négociations de Kampala qui ont été un jeu de théâtre pendant 9 mois parce que Kinshasa n'a jamais eu l'intention de négocier quoi que ce soit avec le M23. Il avait l'intention d'en finir militairement et c'est ce qui s'est passé. Par contre, le vrai règlement politique, il ne concerne pas le M23, il concerne les pays de la région et c'est l'accord d'Addis Abeba qui a été signé en présence du secrétaire général des Nations Unies par les pays membres de la région. Cet accord prévoit un certain nombre de choses qui doivent être mises en œuvre. Kinshasa ne s'est assis à une table de négociation à Kampala en décembre l'année dernière uniquement parce qu'il était défait militairement sur le terrain. Donc maintenant la situation est inversée et donc on voit absolument pas pourquoi les discussions continueraient à Kampala sauf pour le symbole. Vous savez que l'accord d'Addis Abeba prévoit des réformes de gouvernance à l'intérieur du Congo, mais prévoit aussi un certain nombre d'engagements des pays de la région. Les discussions à Kampala étaient des non-discussions et maintenant elles sont une discussion avec un fantôme. Quant à la question sécuritaire dans l'est de la RDC, nous savons qu'il reste de nombreux groupes armés. Comment voyez-vous cette situation? Parce que la fin du M23 n'en est pas pour autant la fin de dizaines de groupes armés qui sont encore actifs dans cette région. Tout à fait. Le M23 était en fait l'arbre qui cachait la forêt. Comme vous le dites, la forêt, c'est une vingtaine de groupes armés au Nord Kivu, les FDLR, qui sont les anciens génocidaires de 94, les ADF et puis des groupes Maïmaï innombrables. Ce qui semble se profiler, c'est que la prochaine cible des opérations militaires risque d'être les FDLR. C'est logique, d'une part, et c'est une sorte de contrepartie aussi à la neutralisation du M23 et une façon de donner un peu satisfaction au régime rwandais. C'était Thierry Vircoulon, directeur pour l'Afrique centrale à International Crisis Group. Et à présent, des témoignages de la rubrique 100 citoyens journalistes en RDC. Joseph Mankamba, citoyen journaliste de la Voix de l'Amérique depuis Kamanga au Kasaï occidental. L'actualité, c'est la signature ce mercredi soir d'un protocole d'accord entre le gouvernement provincial et la société chinoise Kekset pour certains ouvrages à exécuter, à réaliser dans la province du Kasaï occidental. Il va s'agir essentiellement de construire un pont pouvant
servir des liens entre la province du Kasaï occidental en République démocratique du Congo et la province de Lunda Norte dans la République voisine de l'Angola. Et en dehors de cela, la société chinoise Crexet va aussi se livrer à beaucoup d'autres ouvrages, à l'exécution de beaucoup d'autres ouvrages de différents types qui seront convenus avec le gouvernement provincial, notamment la construction des routes d'intérêt national et aussi la construction, la réalisation de certaines infrastructures pouvant permettre les désenclavements, le développement et les réaménagements de la province du Kasaï occidental. Merugi Nestor, citoyen journaliste à Voix de l'Amérique à Kisangani. Du 13 au 16 novembre courant sera organisée à Kisangani une table ronde économique des bailleurs de fonds et des investisseurs de la province orientale. Cette grande messe économique qui réunira plus de 200 invités, parmi lesquels une trentaine d'opérateurs économiques belges, aura comme objectif global, selon le gouverneur de la province orientale, Jaba Manissa, de susciter l'intérêt à la fois des partenaires au développement dans le financement des programmes de coopération au développement des opérateurs économiques afin de contribuer au bien-être socio-économique de la population. Ce prochain forum économique doté d'un budget de près de $200 000 américains se penchera sur la gouvernance économique et climat des affaires, l'agriculture, développement rural, les infrastructures de transport et l'énergie, sur les secteurs sociaux et enfin sur les mines. La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo. L'heure est à la restauration de l'autorité de l'État dans la partie qui était il y a quelques jours encore sous contrôle du M23. On l'a appris dans la matinée. Sultani Makenga, le chef militaire des rebelles, se serait rendu hier aux autorités ougandaises en compagnie de 1700 de ses hommes. Il serait actuellement détenu en Ouganda. Le point depuis Goma avec notre correspondant John Kanyonyo. C'est le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, qui a fait le déplacement de Tchanzu, l'ancien quartier général des rebelles du M23. Au cours d'une visite guidée, le gouverneur s'est étonné de voir la quantité et le type d'armes que détenait le M23 et a demandé une enquête de la part de l'ONU. Julien Paluku. Je crois que les Nations Unies qui sont avec nous ici rendront compte de toutes ces armes que nous sommes en train de voir. Parce que ce sont des armes qui n'existaient pas dans nos dépôts. Parce que si le M23 estimait qu'il avait pris nos armes à Goma, alors on les verrait ici. Et donc nous avons demandé que les spécialistes des Nations Unies puissent prendre les coordonnées pour qu'on connaisse exactement la provenance de ces armes, les lieux où cela a été vendu. Ça va nous permettre de remonter la filière et de démanteler les réseaux qui approvisionnent les groupes armés dans la région des Grands Lacs. Après cette visite, le commandant de la 8e région militaire, le général de division Baouma Ambamba, a remis le drapeau de la RDC au gouverneur pour qu'il flotte de nouveau dans cette partie du pays. Général Baouma Ambamba. Je vous remets officiellement le drapeau de notre pays pour symbole de la libération des territoires de Rutshuru qui étaient aux mains des insurgés du M23. Sur place à Tchanzu, un ancien combattant du M23 a expliqué au gouverneur Julien Paluku comment il avait été recruté au Rwanda. Je suis entre vos mains, c'est-à-dire les FARDC. Notre chef s'appelle Makenga. Chez nous, c'est à Gizagara. On nous avait recrutés dans la localité de Kigembe. Nos efforts pour vérifier la véracité des propos de ces combattants n'ont pas abouti, car les numéros de téléphone des officiers du M23 ne passent quasiment pas. La restauration de l'autorité de l'État dans les zones jadis sous contrôle du M23 n'est qu'une étape parmi d'autres, car il existe dans l'est de la RDC d'autres zones occupées par des rebelles, soit congolais, soit étrangers, selon un analyste politique de Goma. John Kanyunyu à Goma pour la Deutsche Welle. Et si vous souhaitez continuer à nous donner votre avis sur la situation qui prévaut en République démocratique du Congo ou dans les pays voisins. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, le désarmement des rebelles du M23 a commencé hier au lendemain de leur défaite militaire. Olivier Amouli, porte-parole de l'armée, a déclaré que la prochaine étape sera l'offensive contre d'autres groupes armés, notamment contre les rebelles hutus rwandais des FDLR. L'émissaire américain pour la région des Grands Lacs, Russ Feingold, a salué ces derniers développements. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'ancien sénateur américain Russ Feingold a appris la décision du M23 de déposer les armes lors d'une réunion en Afrique du Sud sur les efforts de paix dans la région. Pour lui, cette annonce du M23 est une bonne nouvelle. C'est une étape très importante dans le processus de faire en sorte que toute cette menace contre la République démocratique du Congo prenne fin, de manière à se concentrer sur les aspects plus généraux de tenter de s'assurer qu'il y ait la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Pour M. Feingold, des dispositions pour désarmer et démobiliser le M23 devraient rapidement suivre la décision du groupe rebelle de mettre fin au combat. Il affirme que certains membres du M23 pourraient bénéficier de l'amnistie. Cela ne s'applique pas à ceux qui ont commis des crimes graves, qui ont été impliqués dans des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Pour eux, il ne peut y avoir d'amnistie ou de réinsertion. L'armée congolaise combattait depuis plus de 18 mois le M23, l'un des nombreux groupes armés actifs dans le pays. Dans une région qui a tant souffert, c'est certainement un pas dans la bonne direction qui doit être suivi par le désarmement et la démobilisation des autres groupes armés ainsi qu'un dialogue politique plus large. Feingold soutient que ce dialogue doit inclure tous les pays de la région et s'attaquer aux causes profondes des troubles démocratique du Congo avec la fin de la rébellion armée du M23. Les responsables doivent maintenant répondre de leurs actes devant la justice. C'est du moins le souhait de l'ONG Human Rights Watch. L'organisation de défense des droits de l'homme veut que les leaders du M23 coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité au Nord Kivu soient arrêtés et traduits en justice. Bagassi Koura a joint à Kinshasa Ida Sawyer, chercheuse à Human Rights Watch. Nous avons documenté des crimes de guerre à grande échelle commis par les combattants de M23, y compris les exécutions sommaires, les cas de viol et le recrutement forcé d'enfants. Donc pour la population qui habitait dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, ils ont habité chaque jour dans la peur, ils ne savaient pas si les rebelles allaient venir dans leur maison pour tuer, violer ou recruter. Donc maintenant, après la défaite de M23, nous espérons que ces leaders seraient arrêtés et traduits en justice dans le procès juste et crédible le plus tôt possible. Quand le gouvernement de Kinshasa dit qu'il n'y aura pas d'amnistie pour ces gens du M23, vous êtes d'accord avec Kinshasa? Oui, donc nous avons beaucoup soutenu la position du gouvernement quand il disait qu'il n'y aura pas d'amnistie pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et d'autres graves violations des droits humains. Il faut dire que ce n'est pas le M23 seulement qui est responsable de crimes graves. On a souvent même accusé les soldats gouvernementaux de viol. Tout à fait. Comme nous avons écrit dans notre communiqué, maintenant, après le M23, il reste beaucoup d'autres défis. Donc, il y a beaucoup de graves violations des droits humains commis par les militaires congolais et aussi par plusieurs d'autres groupes armés qui opèrent toujours à l'est du Congo et qui sont aussi responsables pour les atrocités contre la population civile. Il y a une année, quand le M23 a pris la ville de Goma, les militaires de FARDC, de l'armée congolaise, ils ont pris fuite de Goma et dans leur fuite, ils ont violé et pillé. Au moins 76 femmes et filles étaient violées par les militaires congolais. Aujourd'hui, presque une année après ces exactions, il n'y a pas de justice. Aucun officier haut gradé était arrêté. Ida Sawyer, chercheuse à Human Rights Watch, jointe à Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'est de la République démocratique du Congo, Julien Paluku, le gouverneur de la province du Nord Kivu, a annoncé mercredi à Goma que les militaires congolais ont découvert sous la colline de Tchanzu des caches d'armes contenant plus de 300 tonnes de munitions et d'armes lourdes. Il a fait cette annonce au retour d'une mission effectuée avec les membres du comité provincial restreint de sécurité sur cette colline, d'où les rebelles du M23 ont été délogés mardi 5 novembre. Julien Paluku est au micro de Radio Okapi. Autrefois, je parlais du triangle de la mort de Tchanzu, Runyonyi et Mbuzi. Mais je crois qu'il faut que je change maintenant de langage. C'est le triangle de la planification de la balkanisation. Parce que nous avons découvert des caches d'armes à Tchanzu et que nous avons évalué à plus de 300 tonnes de munitions. Nous avons découvert des armes qui ne sont jamais arrivées dans les dépôts d'armement des FARDC. Des armes lourdes qui tirent à 22 km, à 30 km et qui pilonnaient Bunagana. On a même vu l'arme qui pilonnait Bunagana là où elle était installée, que nous n'avons pas dans le stock des magasins. Pour dire, si le M23 disait qu'il n'a que les armes qu'il a prises dans les dépôts à Goma, c'est faux et archi faux. Parce que tous les experts et les Tanzaniens avec lesquels nous avons été
ont clairement indiqué que c'est des armes neuves, c'est des mortiers tout neufs que nous avons vus. Avec des techniciens, on nous a donné même des numéros qui vont permettre de remonter la filière de la provenance de ces armes-là. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Africaine. Et je vous le disais en titre, le chef militaire de la rébellion M23 dans l'est de la RDC, Sultani Makenga, est en Ouganda. Il s'est rendu aux autorités ougandaises, lui et plusieurs centaines de ses hommes, et ce, selon un haut responsable ougandais. On était sans nouvelles de Sultani Makenga depuis la déroute du M23. Les détails, Samba Babaji. Sultani Makenga se serait rendu et serait détenu en Ouganda dans un endroit inconnu. D'après le correspondant de la BBC à Kampala, l'information est pour l'instant confirmée par des sources au sein de l'armée, mais le gouvernement n'a pas donné de confirmation officielle. D'après la même source, il s'est lui-même rendu aux autorités avec 1500 autres combattants du mouvement rebelle congolais dans le parc national Mgahinga. Il serait détenu dans un lieu secret après avoir été désarmé. Le M23 a annoncé la fin de sa rébellion mardi après avoir suivi plusieurs revers infligés par l'armée congolaise. Les FARDC ont rapidement repris, avec l'aide de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la RDC, les bastions des rebelles dans le Nord Kivu. De nombreux membres du M23, dont d'autres chefs du mouvement, ont été vus par les habitants de la région en train de traverser la frontière vers l'Ouganda voisin. L'Ouganda a abrité toutes les conférences de paix entre les deux parties depuis le début du conflit, mais on ne sait pas si de nouvelles discussions vont se tenir à Kampala, la capitale. Kinshasa a en effet affirmé que de nouvelles négociations seraient sans objet avec la fin de la rébellion. Et maintenant est posée aussi la question de que va devenir Sultani Makenga. Il figure sur une liste des sanctions de l'ONU qu'il accuse d'être responsable de violations graves de droits de l'homme et d'atrocités liées au M23 dans l'est de la RDC, meurtre, viol, enlèvement, recrutement d'enfants. Vos réactions sur la page Facebook de BBC Afrique. Fidel Monzako à Goma en RDC demande que l'ONU fasse tout pour punir Makenga afin de décourager ces hommes sans foi ni loi, dit-il, qui tuent et violent des paisibles citoyens. Grâce au mari à Kimonjaru Tchuru en RDC écrit « Sultani Makenga doit être jugé au Congo devant le peuple congolais ». Marc-Arthur Kazereka Bukavu en RDC nous écrit « Il serait opportun que les autorités ougandaises le livrent soit à la justice internationale, soit à la justice congolaise pour qu'il réponde de ses actes ». Au sommaire de la... Vous écoutez Zapping Info Congo. Une de l'actualité africaine, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Après la défaite militaire des rebelles du M23, les populations du Nord Kivu continuent de savourer la victoire des soldats congolais. Ils espèrent, ces habitants, que la guerre est bel et bien terminée. Quant à l'Ouganda voisin, eh bien, il annonce la reddition de plus de 1500 combattants rebelles ainsi que de leur chef, Sultani Makenga. Alors, comment expliquer cette victoire de l'armée congolaise? Plusieurs analystes estiment qu'elle serait en partie due aux pressions américaines sur le Rwanda, qui était accusé de soutenir le M23. Effectivement, Sandrine, considéré comme le plus grand soutien international du Rwanda depuis le génocide de 1994, les États-Unis ont en effet ces derniers mois changé des tons envers Kigali, accusé par l'ONU de soutenir les rebelles du M23. Washington a d'abord gelé en 2012 son assistance militaire annuelle de $200 000 à Kigali, puis annoncé il y a un mois la suspension d'une formation prévue en 2014 à l'intention d'officiers rwandais. Gerd Ankel est juriste et spécialiste du Rwanda à l'Institut de recherche en sciences sociales de Hambourg. Les États-Unis ont bien souvent prêté main forte au régime de Kigali, mais ces derniers temps, le Rwanda a nettement exagéré en soutenant plus ou moins ouvertement, tout en le niant, le mouvement M23. Moïla Tchembe est directeur du Centre des géopolitiques de l'Université de Nancy. Lui aussi pense que le changement de ton des États-Unis envers le Rwanda est le résultat d'un certain agacement après les nombreux rapports publiés par les Nations Unies. Lorsque le président Obama est arrivé notamment au Kenya, il a expliqué à tous ses interlocuteurs, au-delà même du Rwanda, qu'il avait demandé sans arrêt au président Paul Kagame de mettre fin non seulement à son soutien au M23,
mais de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que la guerre à l'est de la RDC puisse cesser dans les meilleurs délais. Du moment où on vous montre du doigt, on vous met sur la place publique, vous devez sentir le remords, et c'est ce qui est arrivé au Rwanda. Outre les pressions américaines, britanniques et allemandes notamment, le Rwanda, Sandrine, a également dû faire face aux pressions de l'Afrique australe. Moïla Tchembe. Ce n'est pas un secret, l'Angola, l'Afrique du Sud, la Tanzanie ont montré que la politique rwandaise de vassalisation de la République démocratique du Congo avec l'Ouganda avait un risque potentiel de remettre en cause les équilibres dans toute la région. Et ces pays l'ont dit fortement qu'ils s'y opposeraient, le cas échéant, par des moyens qui ne sont pas des moyens diplomatiques. La brigade d'intervention déployée dans l'est de la République démocratique du Congo en appui à l'armée congolaise est d'ailleurs essentiellement composée de soldats sud-africains, tanzaniens et malawites. Merci beaucoup Georges Ibrahim pour ces éléments d'analyse. Alors sur place dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, était en déplacement à Chanzu, l'ancien quartier général des rebelles du M23. Et là-bas, les militaires congolais ont découvert des caches contenant plus de 300 tonnes de munitions et d'armes lourdes. Un arsenal qui soulève bien des questions. Julien Paluku. Je crois que les Nations Unies qui sont avec nous ici rendront compte de toutes ces armes que nous sommes en train de voir. Parce que ce sont des armes qui n'existaient pas dans nos dépôts. Parce que si les M23 estimaient qu'il avait pris nos armes à Goma, alors on les verrait ici. Et donc nous avons demandé que les spécialistes des Nations Unies puissent prendre les coordonnées pour qu'on connaisse exactement la provenance de ces armes, les lieux où cela a été vendu. Ça va nous permettre de remonter la filière et de démanteler les réseaux qui approvisionnent les groupes armés dans la région des Grands Lacs. C'était Julien Paluku, le gouverneur de la province du Nord Kivu, au micro de notre correspondant à Goma, John Kanyunyu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De la République démocratique du Congo. Selon les officiels ougandais, des centaines de rebelles du M23 venant du Congo voisin se sont rendus et sont en garde à vue. Le ministère de la Défense ougandais a fait état d'environ 1500 combattants du M23 qui se seraient rendus à l'armée ougandaise et sont actuellement détenus près de la frontière congolaise. Le M23 a annoncé plus tôt cette semaine qu'elle abandonnait son insurrection de 20 mois dans l'est de la RDC après que les rebelles ont perdu le dernier de leur territoire qui a été repris par l'armée congolaise. À Kampala, le porte-parole du ministère de la Défense, Paddy Ankunda, a déclaré que les combattants du M23 avaient fait défection et il n'a pas encore une idée claire du sort qui leur sera réservé. Well, we are registering them, we are receiving them, just like we received the Congolese battalion when they... Nous sommes en train de les recenser, nous les recevons, tout comme nous avons reçu le bataillon congolais quand il s'était rendu à nous. Nous ferons appel au gouvernement congolais pour essayer de trouver le cadre d'un accord qui devrait être signé pour bien identifier ces combattants et les placer quelque part. L'Associated Press a rapporté ce jeudi que le chef militaire du M23, le général Suntani Makenga, figurait parmi les combattants qui s'étaient rendus, mais le porte-parole du ministère de la Défense, Paddy Ankunda, n'a pas pu confirmer la nouvelle. L'an dernier, la RDC a accusé l'Ouganda et le Rwanda de soutenir le M23, ce que les deux pays ont toujours démenti. Alors que les rebelles du M23 commencent à déposer les armes et à se rendre, le Rwanda a appelé la République démocratique du Congo à porter son attention sur la lutte contre un autre groupe rebelle, Lionel Gaïma. L'ambassadeur du Rwanda à l'ONU, Eugène Gassana, a déclaré que l'armée congolaise et la mission de stabilisation de l'ONU avec ses 20 000 hommes doivent maintenant tourner leur attention vers l'élimination de ce qu'il appelle un fléau de près de 2 décennies. Le groupe rebelle Hutu, FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, opérant dans l'est du Congo. Ils auraient dû faire ça il y a quelques années. J'espère que cette fois-ci, ils vont s'en prendre au FDLR. Ils doivent le faire, sinon je ne vais pas les laisser dormir. L'ONU a accusé le Rwanda de soutenir les rebelles, maintenant vaincus du M23, une accusation niée par Kigali. Le gouvernement rwandais à son tour affirme que la RDC soutient les FDLR, qui se composent des rebelles Hutus impliqués dans le génocide de 1994 au Rwanda. Le diplomate rwandais a déclaré que son pays est prêt à riposter en cas d'attaque des FDLR. Son homologue congolais à l'ONU, ambassadeur Ignace Gata, a reconnu que les FDLR constituent une cause de préoccupation pour son gouvernement. Il a fait remarquer que les offensives militaires contre le groupe Hutu a été mises en attente parce que l'armée congolaise devait faire face à la rébellion du M23. Nous devions donc mettre un terme à cette rébellion. Maintenant que nous venons de le faire,
nous allons nous atteler à éradiquer toutes les forces négatives qui existent dans cette partie de notre pays. Donc, le FDLR, les ADF Nalou, les FNL ainsi que le groupe armés nationaux. De son côté, l'ambassadeur de France à l'ONU, Gérard Haro, a déclaré aux journalistes après une réunion du Conseil de sécurité mercredi qu'il y aurait un consensus général parmi les 15 membres du Conseil sur la façon dont il faut s'y prendre avec les FDLR. Il a déclaré que le succès contre le M23 n'était qu'un début pour cette région. The M23 combatants must now be disarmed. Les combattants du M23 doivent désormais être désarmés. L'administration congolaise a besoin de revenir dans des zones qui viennent d'être récupérées et fournir les services essentiels à la population. Tous les autres groupes armés qui menacent les civils dans les Kivu ont besoin d'être neutralisés. En ce qui concerne le pourparler de paix entre Kinshasa et le M23 qui ont été suspendus le 21 octobre à Kampala, l'ambassadeur français a déclaré que le gouvernement de la RDC hésite à signer un accord maintenant que la rébellion a été écrasée. Mais il dit une sorte d'entente entre les deux parties pourrait être officialisée. L'ambassadeur du Congo l'a confirmé en disant que Kinshasa veut compléter le pourparler de Kampala et signerait un document dans les prochains jours avec le M23. Le M23 a été formé en avril dernier par environ 300 anciens membres du groupe rebelle CNDP qui avait rejoint l'armée après un accord de paix le 23 mars 2009. Les rebelles reconvertis en soldats ont décidé de redevenir rebelles, disant que le gouvernement ne respecte pas cet accord et les traitait mal. En novembre de l'année dernière, les rebelles avaient pris et contrôlé brièvement Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Merci Lionel Gaïma. Sur le plan humanitaire, comment se présente la situation maintenant que les affrontements armés ont pris fin entre le M23 et les FARDC dans le Nord Kivu? Jean-Pascal Moret représente le CICR à Goma. Nous avons eu une équipe qui est partie la semaine passée pour faire une évaluation sur le terrain et la situation, on va dire, nous a plutôt surpris en bien. On s'attendait à pire. Naturellement, on ne peut pas dire que nous avons absolument visité toutes les régions. Nous avons fait l'axe principal. Mais sur cet axe, en tout cas, les constatations qu'on a pu faire, c'est qu'il n'y avait pas trop de blessés, pas trop de civils en tout cas, et que la population avait l'air d'être plutôt préservée des combats. Les combats ont eu lieu dans des zones pas trop peuplées. Donc notre constatation a été plutôt, on va dire, positive. Et alors, vous parlez surtout de quelle zone? Sur la zone Rutshuru, sur l'axe entre Goma et Kiwanja. Vous avez pu envoyer des gens à Bunagana? Non, pas encore. Là, nous avons une équipe qui est partie avant-hier et qui va faire une nouvelle évaluation, mais je ne peux pas dire s'ils sont déjà allés à Bunagana. Ça, je ne peux pas vous le dire, ils ne sont pas encore rentrés. Avec la fin du conflit armé entre les soldats congolais et le M23, qu'est-ce qui va changer pour les agences humanitaires dans la région? Je ne peux pas parler au nom de toutes les agences humanitaires, je parle au nom du CICR. Et en fait, nous, on ne peut pas dire que c'est la fin du conflit. Pour l'instant, tout le monde, l'attention internationale est portée sur le Rutshuru. Nous avons beaucoup d'activités également dans d'autres zones où des problèmes conflictuels demeurent. Par exemple, dans le Massissi, dans le Walikale, à Berpinga, par là-bas. Donc nous, le Rutshuru n'est qu'une zone parmi d'autres. Peut-on dire que vous êtes plutôt satisfait de l'évolution de la situation sur le plan humanitaire? Dans la zone Rutshuru, par exemple, nous avions prévu de faire une assistance en eau, une assistance non alimentaire comme des bâches pour une population qui était réfugiée dans un petit village. Et lorsqu'on a voulu apporter notre assistance, la population était déjà rentrée dans leur foyer. Ce que nous faisons actuellement, nous mettons nos efforts sur la protection, c'est-à-dire nous visitons les prisonniers, les personnes qui ont été capturées pendant les affrontements. Et c'est notre mandat, naturellement, comme vous le savez sans doute, nous visitons les prisonniers détenus en raison du conflit. Et c'est pour l'instant notre principale activité, on va dire, concrète, à part de faire des évaluations un peu plus poussées pour voir s'il y avait des poches de besoin d'assistance. Et alors là, nous réagirions naturellement. Jean-Pascal Moret du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Je l'ai joint à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Et nous restons en RDC pour la rubrique quotidienne des 100 citoyens journalistes. Je vous rappelle que leurs messages, photos et vidéos sont sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com. Peter Chabat Kaledi pour la Voix de l'Amérique. L'actualité, c'est cette recrudescence d'insécurité perpétrée dans la ville de Kaledi et ses environs, en général dans le territoire de Kaledi par des hommes armés et non autrement identifiés.
Et cela occasionné, selon les sources concordantes, par le fait que toutes les barrières qui étaient érigées, ces barrières ont été détruites sur ordre de commandement militaire de la place. Le dernier cas en date est ce vol qui a été perpétré au sein de l'ONG internationale Sans Frontières France. 14 000 $ qui ont été emportés par ces hommes armés et non autrement identifiés, des laptops ainsi que des ordinateurs de bureau qui contiennent les données du projet de cette ONG internationale. Tout a été emporté par ces hommes armés qui restent jusque-là introuvables. Selon les sources policières, cette recrudescence d'insécurité dans la ville de Kalémie est due également au fait que la ville devient plus grande et cosmopolite. Elle est en train d'enregistrer des entrées massives des populations qui viennent de part et d'autre de la ville de Kalémie. Richard Kama, c'est un journaliste en bougement au Kassai oriental pour la Voix de l'Amérique. L'actualité est dominée par la mort tragique de ce deux journalistes français, Justin Dupont-Claude, Verlon, tué au Mali. Et en bougement, et toute la population se pose la question pourquoi s'être pris alors aux journalistes qui sont une cible très facile et très fragile. Cette réalité a bouleversé toute la population de Mboujima et même du Kassai oriental profond. Et pour ce faire, le réseau de radio communautaire du Kassai oriental, RACEFROCA, a bien manifesté son mécontentement et qu'il y a eu même chaîne mère, la radio télé Fraternité Buenamuntu, qui a pu décréter un deuil national de 2 jours afin d'honorer la mémoire de ces deux illustres disparus. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Bienvenue dans BBC Midi. Le commandant militaire du mouvement rebelle M23 de République démocratique du Congo, Sultani Makenga, est détenu en Ouganda d'après des sources concordantes. Il se serait rendu avec plusieurs de ses hommes aux autorités hier. Les détails avec Samba Dialimpa Badji. Sultani Makenga se serait rendu et serait détenu en Ouganda dans un endroit inconnu. D'après le correspondant de la BBC à Kampala, l'information est pour l'instant confirmée par des sources au sein de l'armée, mais le gouvernement n'a pas donné de confirmation officielle. D'après la même source, il s'est lui-même rendu aux autorités avec 1500 autres combattants du mouvement rebelle congolais dans le parc national Mgahinga. Il serait détenu dans un lieu secret après avoir été désarmé. Le M23 a annoncé la fin de sa rébellion mardi après avoir suivi plusieurs revers infligés par l'armée congolaise. Les FARDC ont rapidement repris avec l'aide de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la RDC, les bastions des rebelles dans le Nord Kivu. De nombreux membres du M23, dont d'autres chefs du mouvement, ont été vus par les habitants de la région en train de traverser la frontière vers l'Ouganda voisin. L'Ouganda a abrité toutes les conférences de paix entre les deux parties depuis le début du conflit, mais on ne sait pas si de nouvelles discussions vont se tenir à Kampala, la capitale. Kinshasa a en effet affirmé que de nouvelles négociations seraient sans objet avec la fin de la rébellion. Samba Dialimpa Badji, sur le terrain dans le Nord Kivu, les habitants retournent peu à peu à une vie normale et la situation des populations a fait l'objet d'une rencontre à huis clos hier entre les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général en RDC, et Mary Robinson, envoyée spéciale de Ban Ki-moon sur la région des Grands Lacs. Il reste de nombreux défis à relever. Herman Humbo. Le M23 neutralisé, le gouvernement congolais applaudit. Ignace Kata-Mavita est le représentant permanent de la RDC près l'ONU. Le peuple congolais est très content du fait que l'armée est arrivée à mettre un terme à la rébellion. Nous allons maintenant nous atteler à régler certains problèmes qui font que nous ayons eu des crises à répétition dans cette partie de notre pays. Kinshasa affirme qu'il s'agit d'un premier grand pas dans la lutte contre la rébellion en République démocratique du Congo. Pour Kigali, aucune victoire n'est encore à célébrer si la RDC ne se débarrassait pas de tous les groupes armés qui se retrouvent sur son territoire, notamment les FDLR.
Olivier Durungirere est l'ambassadeur adjoint à la mission permanente du Rwanda près l'ONU. Le M23 n'est qu'un mouvement parmi une quarantaine de mouvements de la RDC. Qui peut croire que la neutralisation d'un seul mouvement serait synonyme de paix? La paix sera lorsque tous les mouvements seront neutralisés, au premier desquels des mouvements qui sont à l'origine même de toute cette pagaille à l'est de la RDC, c'est les FDLR qui sont là depuis presque 20 ans. Ils sont 20 ans qui n'ont jamais été inquiétés par la MONUSCO et MONUC. L'ambassadeur Ignace Gata-Mavita représente la République démocratique du Congo près les Nations Unies. En fait, c'est la rébellion du M23 qui a arrêté, qui a détourné l'attention de mon gouvernement de la traque qu'il menait contre les FDLR. Maintenant qu'on en a fini avec les M23, les FDLR sera une des priorités, en même temps que les ADF NALU, le RA et le FNL. La neutralisation du M23 est cependant un succès non seulement pour l'armée congolaise, mais aussi pour la MONUSCO et pour les Nations Unies, a fait entendre le représentant français. Gérard repointe du doigt les prochaines étapes de cette lutte contre la rébellion dans le Nord Kivu. D'abord, les combattants du M23 doivent être désarmés et la MONUSCO jouera un rôle actif pour le faire. Deuxièmement, il faut que l'administration congolaise revienne très vite dans les zones reprises au M23 et restaure l'autorité de l'État en fournissant des services de base aux populations. Il faut également désarmer les autres groupes armés. Un accord politique, vous le savez, a été signé par tous les chefs d'État de la région Addis Abeba en février dernier. Et cet accord doit maintenant se concrétiser. Dans le cadre des pourparlers de Kampala, le gouvernement congolais n'entend pas signer un accord avec le M23, mais plutôt un document intitulé Déclaration de Kampala, simplement pour entériner la fin du mouvement. Irénée Herman-Hubert, New York, BBC Afrique. À Madagascar, c'est demain que la Commission électorale nationale indépendante pour la transition, la CENIT, va proclamer les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Ce sera à 15h heure locale. La CENIT l'a annoncé dans un communiqué. D'après les premières tendances sur des résultats partiels, Jean-Louis Robinson et Eri Rajao Narinampianine seraient en tête pour un second tour. Ils sont les candidats de Marc Ravalomanan et d'André Rajoual. Le ministre français des Affaires étrangères